Je pense que j'en suis à vous présenter nos collègues qui seront les deux premières présentatrices de cette deuxième journée. On y va avec deux thématiques complémentaires. Il y aura une présentation qui s'intitule « Du patient au partenaire, mode d'emploi » et c'est présenté par Mme Marie-Pascale Paumé. Il y aura également Mme France Laverdière qui est avec nous du ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous parlera sa thématique le partenariat avec les personnes utilisatrices de services et les membres de leur entourage, la perspective ministérielle. Quelques mots sur chacune de ces dames avant de leur laisser la parole. Leur présentation sera faite en alternance. Comme hier, on aura l'occasion de vous entendre, période de questions à la suite de tout ça. Madame Marie-Pascale Paumé est médecin spécialiste en santé publique et professeure agrégée au département d'administration de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, également chercheuse régulière à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, plusieurs autres occupations, mais j'y vais dans le cœur de sa présentation et peut-être vous dire ses champs d'intérêt. Ses champs d'intérêt, c'est surtout la qualité et la sécurité des soins dans les organisations de santé. Elle travaille notamment sur l'évaluation des programmes en qualité et sécurité dans les établissements de santé canadiens. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de feuilles ici, je ne veux pas me tromper dans mes présentations. Voilà, c'est là. Travaille également, Marie-Pascale, sur les politiques en santé et les déterminants des politiques publiques en matière de santé et leur évaluation. Son propos, essentiellement, sera relié à l'engagement des patients. On aura des exemples concrets, des exemples qui sont issus de cas réels, donc des résultats de recherche seront présentés, des cas qui ont été vécus dans le système de santé et des services sociaux. Madame France Laverdière, du ministère, qui est conseillère en qualité, direction de l'éthique et de la qualité, effectivement. Vous êtes au ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2002 et auparavant un riche parcours de près de 20 ans d'expérience comme gestionnaire, comme infirmière en CLSC, dispensaires et centres hospitaliers. Et elle se spécialise surtout dans l'organisation de services et en élaboration de politiques ministérielles. Donc, mesdames, je vous cède la parole pour la prochaine heure. Merci d'être avec nous. On peut vous applaudir. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand honneur pour nous deux d'être avec vous ce matin pour présenter en duo, en co-construction, notre présentation. Donc pour commencer, ce sera France qui va faire l'introduction, puis ensuite je reprendrai le micro. Alors bonjour, on m'entend bien, c'est correct? Oui, alors je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de m'accueillir à la conférence. Alors tout d'abord, on aimerait ça mentionner qu'est-ce qui nous a amené à parler de partenariat aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau du contexte de la santé, au niveau du contexte social. Vous le savez, on le répète souvent, on est dans une population qui est vieillissante. Alors, les besoins changent, les besoins évoluent en lien avec ce vieillissement de la population-là qui est très rapide au niveau du Québec. On l'a noté aussi, hier, on a parlé de médication et tout ça. Il y a beaucoup de complexification au niveau des maladies. Alors, il y a plusieurs maladies chroniques. Le taux augmente également. Alors, c'est important de pouvoir bien comprendre l'utilisation de la médication, d'être capable de pouvoir observer aussi les traitements en fonction de nos besoins et de pouvoir s'inscrire aussi dans des stratégies qui sont bonnes pour nous puis qui vont être le meilleur pour la santé. Je vous dis ça en rafale parce qu'on va s'attarder un petit peu plus loin sur d'autres éléments dans la présentation. On a également l'accès à Internet qui est venu modifier beaucoup la relation et la dynamique entre les intervenants puis entre les usagers. Alors, là, je dis usagers, excusez-moi, parce que le terme dans la L4S, c'est usager. Des fois, je vais dire patient, des fois, je vais dire usager. Vous m'excuserez, mais le sens est le même là, pour l'instant. Alors, ce que ça nous amène au niveau de la démocratisation de l'accès à l'information, c'est qu'on a davantage d'informations, on est plus en mesure d'être interactif, pose plus de questions, plus renseigné. Alors, ça change la dynamique de la relation. Ce qu'on a vu aussi, puis au niveau de la santé mentale, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites par rapport à ça. C'est tout le désir aussi de faire évoluer la relation avec les intervenants, donc que ce soit plus dynamique. Vous le savez, on est passé d'une approche qui est un petit peu plus paternaliste. Maintenant, on est dans une dynamique où on veut être en partenaire avec nos intervenants, nos soignants, les personnes qui nous aident à mieux aller dans notre vie.
Alors, il y a aussi tout le contexte du réseau. Hein. Vous savez, on est un réseau en transformation. Et dans un contexte de réseau en transformation, on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir améliorer les soins de santé et les services et que ce soit de meilleure qualité. Et à partir, justement, des besoins et des attentes des personnes qui utilisent ce réseau-là. Alors, c'était une mise... j'ai mis la table très rapidement par rapport au contexte. Ça nous amène, dans le fond, à avoir du côté du ministère, qu'est-ce qui s'avère important? Mettons, dans les fondements qui sont liés au partenariat, ce qui ressort d'abord, c'est vraiment la reconnaissance du savoir expérientiel de l'usager et de ses proches. Alors, oui, hein? Merci. Tiens, merci. Alors, ce qui est important, c'est que pour nous, les usagers sont les seules personnes qui sont en mesure de comprendre les réalités de leurs conditions. Qu'est-ce qu'elles vivent? Comment elles le vivent? Quel est l'impact de ce qu'elles vivent sur leur vie quotidienne? Comment leurs proches peuvent ressentir ça et vivre ça avec eux? Alors, c'est un fondement qui est majeur et qui est prioritaire. Cet apport-là, quand on travaille en partenariat avec l'ensemble des intervenants, est un incontournable. Alors, on ne peut pas travailler dans une approche de soins sans travailler en partenariat parce que toute la partie de ce savoir-là, qui est le savoir expérientiel et qui est aussi toutes les connaissances acquises au fur et à mesure qu'on prend soin de nous ou qu'on prend soin des autres ou qu'on aide les autres, si on parle aussi de père aidant, c'est un savoir qui ne peut pas être obtenu d'une autre façon. Alors, cette force-là que les gens ont à travers la maladie de pouvoir développer la capacité de prendre soin de soi est quelque chose qui doit toujours être au cœur de nos préoccupations et doit toujours être considéré en termes de savoir. C'est sûr que quand on parle de ce savoir-là, ça s'inscrit toujours en complémentarité avec d'autres savoirs. Donc, c'est vraiment la reconnaissance du savoir des usagers, de leurs proches, des pères aidants, mais aussi du savoir des intervenants. Parce que quand on est partenaire, chacun est partenaire à part entière au sein de l'équipe. Ça veut donc dire aussi qu'au niveau des intervenants, il y a un savoir parfois, il y a un savoir scientifique qui est plus présent, mais il y a aussi un savoir humain, des valeurs qui habitent chacun de nous. Chaque intervenant vit des choses, des difficultés. Alors, il y a tout un bagage aussi qui vient avec ça et qui vient teinter la dynamique, l'humanisme, le ressenti, l'empathie qui peut être au cœur de la relation de soins. Alors, ça nous amène rapidement à dire, dans le fond, le partenariat, ça nous dit quoi? Il y a plusieurs définitions du partenariat, mais ce qui est important de retenir, c'est que le partenariat, c'est un processus. C'est quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui se construit entre les individus, entre les partenaires. Donc, il y a une reconnaissance du savoir de chacun, une reconnaissance, un respect, un savoir qui est reconnu comme étant à valeur égale, différent mais complémentaire. Donc, ça se place en interrelation. Ce qui est important, c'est que Marie-Pascale va présenter tout à l'heure les différents niveaux où peuvent s'exercer le partenariat. Vous allez voir que ça peut être dans le processus de soins, dans le parcours individuel que chacun vit. Ça peut être dans l'organisation de services, dans la gouvernance. Alors, vous allez voir que ça se bâtit toujours d'une façon à ce qu'on puisse co-construire ensemble. Alors, on a une cible commune, on veut atteindre un but, on partage les mêmes valeurs, on a des connaissances qui sont différentes, on les met ensemble et on co-construit des solutions et on expérimente. Alors, c'est la base du partenariat qui se traduit aussi, quand on est plus dans un parcours de soins individuels, qui se traduit vraiment comme... je vous le mentionnais tout à l'heure, les usagers sont membres à part entière de l'équipe de soins. Alors, c'est une composante qui est importante, puis c'est toujours en vue de favoriser l'autodétermination, en vue de favoriser une prise de décision libre et éclairée. Ça a été mentionné à maintes reprises hier, je veux être entendu, je veux être écouté, je veux être entendu, je veux être compris, je veux comprendre, je veux pouvoir décider. Alors, ce sont des éléments qui, dans le partenariat, sont les fondements même du partenariat. Alors, je passerai tout de suite la parole à Marie-Pascale, qui va faire un bout avec vous au niveau du partenariat, des différents niveaux d'engagement. Et je vais revenir plus vers la fin de la présentation, vous parler comment pourrait se traduire certains leviers ministériels en lien avec le partenariat de soins de service. Le truc ici. Non, il est où le... Pardon, excuse-moi. Alors, effectivement, je vais vous présenter maintenant une façon assez simple de
de représenter les différents niveaux d'engagement avec lesquels on peut travailler quand on parle de la relation entre les soignants et les patients ainsi que leurs proches. Donc tout d'abord, on a la notion donc d'information, où vous pouvez le voir avec le petit dessin qui est au-dessus. On a une relation qui va surtout de l'équipe soignante vers les personnes concernées. On a aussi une mode de relation qui va être plus basée sur la consultation. On va aller chercher de l'information auprès donc des patients ainsi que de leurs proches, et on va effectivement alimenter la discussion avec les professionnels. Ensuite, on a plus tout ce qui concerne l'implication. Donc là, c'est un peu le modèle centré où on va regarder les besoins des personnes concernées et on va regarder comment l'équipe va interagir. Et puis finalement, donc, on a notre dimension de partenariat où là, on reconnaît évidemment les savoirs expérientiels dont France vient de nous parler, que la personne donc est vraiment membre à part entière de l'équipe. Il n'y a pas de relation d'autorité qui s'installe, mais au contraire une relation d'équivalence. Et on travaille évidemment sur le projet de vie de la personne. Ça, c'est un modèle effectivement qui peut s'appliquer à plein de niveaux du système de santé, donc au niveau donc des soins directs, au niveau donc de l'organisation des services et aussi donc sur les politiques de santé. Une chose importante, c'est qu'effectivement, quand on parle de partenariat, le mot-clé, c'est la co-construction. Donc, on le fait ensemble, à part égale. Il n'y en a pas un qui a un pouvoir par rapport à l'autre. Et puis, on le sait dans le domaine de la santé mentale que c'est une notion excessivement importante, cette notion de pouvoir. Mais une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que dans le partenariat, on peut mobiliser de l'implication, on peut mobiliser de la consultation et on peut mobiliser aussi de l'information. Bien sûr, tout ça, ça se fait dans un système qui est soumis à un certain nombre de facteurs, que ce soit les lois, on le sait avec la réforme auquel on est confronté actuellement, et puis un certain nombre de croyances et d'un système culturel. Cette façon de travailler peut aussi se faire au niveau de la santé publique, quelque chose qu'on oublie souvent, mais la santé publique aussi, ça peut se faire en co-construction avec les personnes, que ce soit effectivement les groupes communautaires ou aussi la population. Ça se fait aussi dans l'enseignement. De plus en plus, donc, les patients sont impliqués dans la co-construction des programmes, dans le mentorat aussi des étudiants en médecine, voire même donc dans la redéfinition des programmes d'enseignement. Alors maintenant, évidemment, l'idée, c'est qu'on est confronté à un changement de paradigme. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Mme Tourette-Turgis, qui a écrit un certain nombre de livres justement sur l'importance de prendre en considération les savoirs expérientiels. Donc, à partir un peu de sa définition, je voudrais partager cette phrase. Là, les personnes produisent des savoirs et de l'expertise qui, pris en compte, participent à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, en s'appuyant sur de nouveaux modèles d'organisation des soins, des services et du travail des intervenants de la santé. Donc, ça veut dire que si on est d'accord que les savoirs expérientiels des personnes sont au même niveau que les savoirs scientifiques et expérientiels des intervenants, ça devrait nous amener à introduire des innovations complètes, à la fois sur la façon de concevoir même la relation, mais aussi dans l'organisation de notre système, que ce soit dans les relations évidemment avec le milieu et le milieu communautaire, mais aussi avec nos instances telles que le ministère de la Santé. Là, je vais vous présenter différents modèles d'implication ou de consultation ou de partenariat avec les patients. Ces modèles sont applicables absolument dans tous les domaines et en particulier à la santé mentale, mais on m'avait demandé d'être absolument ouverte et ne pas particulièrement me concentrer sur des exemples en santé mentale. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, tous ces programmes pouvaient s'appliquer, que ce soit à santé physique, santé mentale ou même dans les services sociaux. Alors, le premier programme que je vais vous présenter, c'est celui du programme partenaire de soins. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est un programme qui a été mené par la docteure Paul Lebel quand elle était au centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé. Elle l'a fait aussi en collaboration avec le bureau facultaire de l'expérience patient partenaire, donc avec Vincent Dumez, où elle a essayé de développer donc une culture de partenariat à travers des stratégies différentes d'intervention et d'apprentissage, et dans le but d'améliorer la qualité des soins et des services. Donc, il y a eu tout un travail pour essayer de développer des compétences, de consolider des pratiques collaboratives et surtout d'amener une co-construction entre patients, cliniciens et gestionnaires. Je vous montre le modèle, là, je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus, mais l'idée c'est de créer des comités d'amélioration continue qui soient constitués à la fois de patients, d'intervenants et de gestionnaires, et ce qu'on appelle aussi des leaders donc en collaboration dans un établissement qui permet de pouvoir aider les équipes
à ne pas perdre le focus sur lequel ils doivent travailler, c'est-à-dire donc l'amélioration des pratiques. Donc à partir d'un diagnostic qui est fait sur le comité, sur l'équipe, on est capable de pouvoir déterminer des priorités qui devraient être entre guillemets smart, et à partir de là donc se fait un certain nombre donc d'actions qui devraient se faire sur un cycle d'amélioration continue de 6 mois. J'ai participé avec Paul donc à l'évaluation de les 26 premières équipes qui ont été impliquées dans ce programme. Certaines étaient en santé mentale. Ce qui est ressorti le plus important, c'est vraiment l'adhésion de la haute direction, c'est-à-dire que c'est absolument impératif que la haute direction croie en la participation des patients pour que ça puisse marcher. Au niveau des équipes, la chose la plus importante qui est ressortie, c'est que finalement de pouvoir travailler avec les patients d'une façon différente que uniquement dans la relation de soins, ça leur permet aussi de revenir à l'essence même de la raison pour laquelle ils ont choisi leur métier, et ça permet aussi de renforcer le travail d'équipe et d'avoir une meilleure connaissance aussi de l'apport complémentaire des uns et des autres. Au niveau des patients, ça a été pour eux en tout cas une expérience absolument exceptionnelle. Je pense que tous ont eu l'impression en tout cas d'être très très bien accueillis, et ça, il y a eu tout un travail qui a été fait là-dessus parce que ça ne s'improvise pas de faire travailler des patients avec des intervenants et des gestionnaires, et surtout ça a donné du sens à leur histoire, et ça a permis donc de la transcender et de la rendre finalement constructive et valorisante. L'autre modèle que vous connaissez bien en santé mentale, c'est les patients ressources, mais vous savez que ça existe dans d'autres endroits, en particulier en oncologie. On les appelle aussi les patients navigateurs. Donc ça fait partie, comme vous le savez aussi, donc, du plan stratégique du ministère de pousser ce modèle-là. C'est effectivement un modèle excessivement intéressant puisque ça permet à des personnes qui ont vécu des situations semblables de pouvoir les mettre à profit d'autres personnes qui ont à les vivre. Et tout ça, justement, ça nous permet d'avoir ce fameux pied d'égalité qui fait que on est plus à l'aise avec des personnes qui ont vécu des choses semblables à nous. Moi, pour ma part, je suis excessivement intéressée par les pères aidants, et on l'a introduit en chirurgie et en réadaptation, par exemple, de la main, et on a des résultats absolument spectaculaires, que ce soit sur la santé physique, psychologique ou sociale. Donc c'est ça qui est intéressant dans le père aidant, c'est que ça ne touche pas uniquement une dimension, mais c'est vraiment très holistique, et ça permet d'aller chercher toutes les dimensions de la personne. C'est ça, c'est un modèle qui s'applique vraiment d'une façon beaucoup plus large, et même par exemple dans la transition pédiatrique, on est en train de le tester. Ce qui est intéressant aussi dans le modèle des pères aidants, c'est que quand on regarde un peu les différentes dimensions, c'est que ça, comme je vous le disais, ça a un impact non seulement sur la santé physique, la santé psychologique, sur la santé sociale des personnes qui sont concernées, mais aussi des pères aidants ou des patients ressources ou des patients navigateurs, et aussi sur l'ensemble de l'équipe. C'est ça qu'on est en train de mettre en évidence, par exemple, sur l'expérience de la main. Ça a évidemment aussi un impact sur l'ensemble de l'organisation du système de soins, puisque ça nous oblige à revoir la manière de travailler et de concevoir la façon d'impliquer les proches et les personnes qui sont concernées par les problèmes de santé. Et aussi ça sur la société, parce que vous savez que ça augmente aussi la solidarité inter-personne et intergénérationnelle. Donc on a vraiment tout à gagner. On a aussi tout ce qui a comme impact sur la reprise du travail et l'insertion sociale. Le modèle de pleine citoyenneté, là je voudrais remercier Jean-François Pelletier qui m'a aidé dans la réalisation de cette partie. Vous savez que c'est un modèle qui a été beaucoup poussé par l'Institut universitaire de santé mentale. La reconnaissance de la pleine citoyenneté, à mon avis, est vraiment au cœur de notre futur système de santé pour les prochaines années. L'idée, c'est vraiment de respecter les droits, les devoirs et les capacités, puis ça va dans les deux sens, que ça soit du côté des professionnels, que ce soit des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé. Ça passe évidemment, comme vous l'avez vu sur mon précédent schéma, par des pratiques cliniques, des pratiques organisationnelles et des pratiques politiques, ce que France aussi va reprendre à la fin de la présentation. Le modèle ici nous montre à quel point le modèle de pleine citoyenneté est intéressant, puisqu'il couvre vraiment un nombre de domaines excessivement large et permet évidemment plus de transparence, plus de participation et une plus grande coopération, que ce soit dans la vie personnelle, que dans la vie professionnelle, que aussi dans son insertion sociale.
Ça a amené évidemment la création d'un certain nombre d'études pour essayer de voir comment on pouvait promouvoir la pleine citoyenneté. Il y a eu des articles qui ont été publiés par Jean-François Pelletier qui permettent effectivement de faire un point sur la manière dont on peut faire en sorte que le rétablissement fasse en sorte que les personnes retrouvent absolument tous leurs droits. Et ça a aussi débouché sur la création d'un questionnaire qui permet aussi de mesurer la pleine citoyenneté. Là, je ne vais pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais l'idée ici, c'est de montrer qu'on peut mener aussi la recherche avec le développement de la participation citoyenne et que finalement, grâce à des travaux de recherche, on enclenche une roue de la vertu qui permet aux personnes de pouvoir aussi se sentir encore plus à part égale membres de la société dans laquelle on vit. Un autre modèle que je voudrais présenter ici, c'est l'expérience client. Vous savez que dans le cadre de la réforme aussi de la loi 10 et puis de la réalisation des nouveaux organigrammes, il y a des personnes qui sont plus particulièrement en charge de cette partie-là, d'essayer de mesurer l'expérience client. C'est une façon aussi de se dissocier de la satisfaction, puisque là, on va regarder d'une façon beaucoup plus précise le vécu de la personne tout au long de son processus de soins. L'idée étant de pouvoir faire ressortir ses préférences et de faire en sorte d'être plus en accord avec sa perception de la qualité qui a été rendue. Ça s'évalue évidemment par des questionnaires. Il y a un certain nombre donc de questionnaires validés qui sont présents, que ce soit par l'Institut canadien d'information sur la santé qui en promeut quelques-uns, mais aussi aux États-Unis, il y a eu énormément comme le Behavioral Institute ou encore le Picker Institute qui ont aussi été des leaders dans le domaine. Je voudrais partager avec vous une expérience qui a été menée dans un de ces 3S au Québec. Pour ne pas le nommer, c'était Richelieu-Yamaska, où la directrice générale à l'époque faisait des visites systématiques toutes les semaines auprès de 2 patients, en allant même au domicile. Donc, par exemple, pour les patients en santé mentale, c'est ce qu'elle faisait systématiquement. Elle y allait donc avec la directrice de la qualité et la responsable chef de programme. Et il y avait toute une rétroaction qui était faite ensuite aux équipes et un suivi très serré, entre guillemets, des mesures qui étaient mises en place pour améliorer la situation. Ça a entraîné un changement de culture assez radical et très rapide. Ça a été vraiment assez spectaculaire. C'est comme si effectivement le fait d'avoir un modèle à la tête d'une organisation qui met le ton en disant que vraiment l'expérience c'est important, ça a débouché bien sûr sur non seulement le fait que chacun a été touché par les témoignages, on sait qu'on est tous très touchés par des expériences très personnelles, donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte émotionnelle, mais ensuite il y a eu donc des macarons qui ont été proposés pour dire à quel point c'était important de revenir sur l'expérience des patients. Et aussi, ça a amené une reconnaissance de toutes les personnes qui participaient à la promotion de faire en sorte que les séjours soient les plus optimaux pour les personnes. Ils ont créé une vidéo et puis on peut laisser des appréciations aussi directement sur le site web. Un autre point qui est, à mon avis, absolument essentiel, c'est l'éducation thérapeutique, quelque chose qui a été beaucoup promulgué en France. Donc, c'est pour ça que je donne l'exemple ici de la définition de la haute autorité de santé. Donc, ça comprend des activités qui sont organisées et qui ont un soutien à la fois sur la maladie, mais aussi psychosocial, et qui permettent de pouvoir développer des compétences et aussi de changer des comportements liés à la santé et à la maladie. Donc c'est grâce au fait que l'on comprenne mieux sa maladie, qu'on est capable ainsi de pouvoir mieux collaborer et qu'on assume plus de responsabilités, qu'on peut ainsi améliorer sa qualité de vie. Au Québec, on a encore un peu de travail à faire en éducation thérapeutique. Là, je pense qu'en tous les cas, on commence là, mais il y a des choses effectivement excessivement intéressantes à développer pour les années futures. La finalité, eh bien, c'est vraiment l'acquisition de compétences d'adaptation. Donc, en partant du vécu et de l'expérience antérieure des patients, on est capable de construire à partir de là et de les amener à développer leurs propres compétences psychosociales. Je voudrais vous donner 2 exemples que je trouve assez fascinants. Là, par exemple, l'Association française des hémophiles. Ils ont eux-mêmes développé une sémiologie de l'hémarthrose, donc c'est-à-dire que des signes avant-coureurs d'hémorragie intra-articulaire, quelque chose qu'on n'apprend absolument pas sur les bancs de l'école, mais les hémophiles sont capables de pouvoir très vite les détecter, puis ça permet d'avoir évidemment des capacités d'auto-soins beaucoup plus rapides et ça les amène évidemment à améliorer leur état de santé et à préserver leurs articulations. Il y a eu donc la co-construction aussi de programmes d'éducation thérapeutique pour les patients avec les professionnels de santé et qui sont donnés par des hémophiles.
Pour le diabète, on a aussi donc un chercheur assez fascinant là, qui s'appelle Grégoire Laguerre, qui travaille en Suisse et qui a été capable de pouvoir montrer une régression totale du diabète de type 2 grâce à la collaboration des patients et en faisant des programmes vraiment sur mesure pour les personnes, ce qui permet vraiment de les amener à avoir une plus grande estime d'eux-mêmes et de reprendre vraiment du contrôle sur leur santé. Donc ça, c'est un peu l'exemple donné par les hémophiles où ils ont vraiment monté un programme. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Ils ont aussi montré un peu quel était le rôle du patient ressource en hémophilie. Puis ça, c'est le bouquin de Grégoire Laguerre qui nous montre comment on peut monter des programmes excessivement précis qui sont modulables et puis flexibles et puis agiles, puisque le mot est super à la mode, pour vraiment faire en sorte que les patients puissent adhérer à des programmes d'éducation thérapeutique. Un autre modèle, c'est le modèle hospitalité. C'est un modèle qui existe de par le monde, mais actuellement, dont la Fondation canadienne nous fait la publicité. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé en fait la promotion. Donc l'idée, c'est d'avoir des établissements qui soient ouverts 24 heures sur 24 aux proches. On ne met pas suffisamment à profit la capacité des proches, à la fois dans la continuité de l'information, mais aussi dans la capacité de pouvoir voir tout ce qui se passe autour de la personne soignée et qui pourrait être source donc de risques. Donc c'est ça, la Fondation là, a lancé un appel d'offres pour l'ensemble des établissements au Canada pour mettre en place un certain nombre de politiques qui soient vraiment axées sur l'accueil des familles et pour le suivi de l'impact. Donc les impacts, normalement, dans ce domaine-là, il y a déjà eu des publications qui ont été faites là, sur les milieux qui sont vraiment ouverts aux proches. Ça permet évidemment une meilleure coordination des soins. Ça permet aussi de limiter donc, les incidents et les accidents, que ce soit les erreurs médicamenteuses ou les chutes. Ça permet aussi de réduire les réadmissions et finalement, ça permet d'améliorer l'expérience à la fois des patients, des familles et finalement aussi des équipes soignantes. Le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est celui qui a été développé en Mauricie, centre du Québec, et qui a été financé par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, où donc avant c'était le C3S de l'énergie, qui est excessivement intéressé à faire en sorte de structurer sa démarche pour permettre à des patients dits ressources de pouvoir interagir à n'importe quel niveau de gouvernance du système, de leur organisation, que ce soit donc au niveau clinique, organisationnel ou de gouvernance. Ça leur a permis de pouvoir recruter une patiente 2 jours par semaine qui les a aidés à créer vraiment le cadre dans lequel s'inscrivait la participation des patients. Ils ont été capables donc de faire une promotion en essayant d'expliquer quel était l'intérêt de travailler en partenariat avec des patients et de voir comment ça pouvait améliorer finalement leur connaissance des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Ça a débouché donc sur ce processus d'implication qu'on a co-construit avec des patients, donc avec la création donc d'abord la promotion du programme en expliquant qu'il va y avoir l'élaboration donc d'une banque de patients qui va pouvoir être mise à profit pour répondre à certaines requêtes qui pourraient être faites au niveau donc clinique, organisationnel ou de gouvernance. Ensuite, il y a le recrutement de ces patients. Ensuite, ils sont formés. Ensuite, évidemment, ils participent donc au groupe de travail. Et le point le plus important, c'est l'évaluation et la rétroaction. On s'est rendu compte que ça, souvent, c'était escamoté. Or, ça fait partie de la reconnaissance essentielle. Et on ne parle pas seulement de reconnaissance monétaire, mais une reconnaissance de finalement, qu'est-ce que j'ai pu apporter, moi, en tant que patient, dans le cadre de la réflexion qui a été faite. On a fait une évaluation, là je vous donne juste quelques exemples de comment ça s'appelle de participation de patients. Là ils ont travaillé sur la relecture de documents, ils ont fait beaucoup de témoignages, ils ont été impliqués dans l'implantation de nouveaux processus organisationnels ou des projets qui étaient menés. Ils ont aussi participé à la formation d'étudiants et puis aussi à d'autres comités. Puis ça a été excessivement apprécié, que ce soit par les gestionnaires ou par les patients ressources eux-mêmes. Donc voilà quelques idées là, des différents domaines dans lesquels ils ont travaillé, dont l'accessibilité des soins et des services, la qualité et la sécurité des soins et l'organisation des ressources. Donc, ça c'est pas très bien sorti là, mais quelques commentaires. Donc, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été excessivement apprécié par les gestionnaires et par les professionnels, puisqu'ils disent qui de meilleur que le patient lui-même. Il connaît sa condition, ses symptômes, les impacts sur son quotidien et les moyens qu'il a à l'intérieur de lui et autour de lui pour atteindre son objectif personnel. Donc, ça a été vraiment un succès énorme. Et là, ils sont au défi de faire passer toute la structuration qu'ils avaient faite au niveau d'un C3S au niveau d'un CIUS, avec des enjeux évidemment territoriaux. C'est le plus grand, là, je pense, au Québec, en tout cas en termes de superficie, et comment on est capable finalement de centraliser ou décentraliser finalement, entre guillemets, la banque de patients.
D'autres, évidemment, moyens d'impliquer les patients existent. Je vous ai parlé des témoignages de patients, mais ça peut être aussi l'accueil des employés, ça peut être aussi la participation aux visites, la rédaction de protocoles, la sélection des professionnels. Il y a des exemples maintenant qui sont assez intéressants là, qui ont été faits aux États-Unis. Lorsqu'il y a une offre d'emploi, il y a des patients aussi qui sont présents sur le comité de sélection. Puis finalement, l'empathie et la capacité relationnelle devient aussi primordiale que votre beau diplôme d'Harvard ou d'ailleurs. La participation à des Kaizen et le comité aussi de patients partenaires, c'est quelque chose aussi que vous connaissez bien en santé mentale. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'était que finalement, on est capable de pouvoir prendre l'engagement des patients de façon très très diverse, qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres, elles sont toutes complémentaires, elles apportent des choses un peu différentes aussi, et puis surtout, elles ont un impact qui vont être plus ou moins rapides. Alors là, c'est ma slide un petit peu lourde, mais donc l'idée, c'est que l'engagement des patients citoyens, ça ne s'improvise pas. Ça demande évidemment de prendre simultanément en compte quel type de modalité, le degré d'engagement et les différents niveaux aussi du système dans lequel on s'intéresse. Ça demande donc une démarche structurée. On ne part pas comme ça en se disant « Ah, ça serait une bonne idée d'avoir un patient sur un comité ». On le sait, moi j'ai fait des revues de la littérature là-dessus, c'est échec total à la fin, là, donc c'est pas comme ça que ça marche. C'est que ça demande un minimum de formation et de coaching à la fois des patients et des personnes qui travaillent avec eux, que ce soit les intervenants ou les gestionnaires. Ça demande aussi, donc dans certains cas, qu'on les sélectionne en fonction des objectifs poursuivis et des modalités choisies d'intervention. Et finalement, dans les établissements, ça demande évidemment une démarche qui soit quand même vraiment, qui touche l'ensemble de la santé physique, mentale et aussi les services sociaux. Une implication de la haute direction, c'est vraiment un point essentiel. D'avoir aussi une vue d'ensemble de la stratégie tout en mettant en place une stratégie des petits pas. Et puis certaines modalités donc vont aller plus vite que d'autres. Là, par exemple, évidemment, la visite faite par une directrice générale chaque semaine, là, ça a le pouvoir de changer assez rapidement une culture, alors qu'évidemment, quand on est dans des structures un peu plus lourdes à mettre en place, c'est un petit peu plus lent. Voilà, donc finalement une petite question toute légère, là, c'est quid de la reconnaissance de l'engagement des patients citoyens, hein? Est-ce qu'on est uniquement sur la reconnaissance monétaire ou est-ce qu'il y a aussi la reconnaissance sociale de l'investissement qui est donné? Et aussi tout le problème de la mesure de cet engagement. Donc on est en train de travailler actuellement sur un questionnaire pour essayer de mieux comprendre aussi comment se fait le partenariat directement au niveau clinique, mais aussi au niveau organisationnel. Donc là, je vais laisser la place à France pour la continuité, là, pour qu'elle vous montre un peu. Après, on va dézoomer. Là. Moi, je vous ai montré un peu plus ce qui se passait réellement, concrètement, plus au niveau organisationnel et clinique. Et France va revenir sur les orientations ministérielles. Alors, tout ce que Marie-Pascale a présenté nous donne des éléments clés pour pouvoir justement bâtir des leviers, pour pouvoir implanter le partenariat dans l'ensemble du réseau et au ministère également. Alors, on voulait démontrer par ça aussi le partenariat entre le ministère et le milieu de la recherche, parce qu'on a travaillé très étroitement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de concepts qui sont ressortis dans ce que Marie-Pascale vous a présenté, qu'on va retrouver dans des leviers potentiels au niveau du ministère. Il y a eu des travaux au cours des derniers mois, dernière année, pour des orientations ministérielles en matière de partenariat. On n'est pas en mesure de diffuser rien aujourd'hui parce que, dans le fond, on est rendu à l'étape du ministre et c'est ultimement notre ministre qui va décider l'avenir de ces orientations ministérielles-là. Par contre, j'ai traduit pour vous aujourd'hui des leviers potentiels. Donc, vous allez comprendre l'esprit dans lequel ça s'inscrit et vous allez voir que, de toute façon, il y a déjà des éléments dans notre réseau qui font en sorte qu'on se préoccupe de partenariat et que nous allons continuer à nous préoccuper de partenariat. D'abord, je commencerai par la vision et les valeurs. Dans le fond, si on avait à définir une vision et des valeurs en lien avec le partenariat, ce qu'on souhaiterait, c'est un ministère et son réseau qui travaillent en partenariat avec les usagers à tous les niveaux, les usagers et leurs proches à tous les niveaux. Et ça, pour qu'on ait une meilleure réponse, une réponse qui est vraiment adaptée aux besoins et aux attentes des usagers et de leurs proches et pour des soins et des services de qualité. Alors,
3 valeurs qui ressortent par rapport à ça. Toujours le respect. On a beaucoup d'assises légales en lien avec le partenariat. Je les ai pas reprises aujourd'hui parce que je trouvais ça un peu lourd, mais on a les comités des usagers, on a des éléments par rapport au respect des droits, on a également des forums de population qui sont toujours présents. Il y a plusieurs assises, là. La participation au niveau des plans de service et la révision de ceux-ci. Alors, ces éléments-là font en sorte que déjà, on reconnaît la place de l'usager à travers, évidemment, ses soins et services. C'est une évidence, mais on est quand même obligé de renommer certains éléments. Donc, le respect, c'est au regard des droits, au regard des besoins, au regard des valeurs, au regard des attentes. Puis, c'est la reconnaissance, le respect du savoir de chacun des partenaires, ce que je mentionnais tout à l'heure en lien avec le partenariat. Vous avez également l'humanisme. Donc, ça vient vraiment toucher le regard qu'on va porter les uns vers les autres. Et c'est un élément qui est important pour travailler en partenariat. Comme le mentionnait Marie-Pascale, on n'est pas juste dans des éléments de savoir, mais il faut être dans le savoir-être aussi. Il y a des attitudes, on le sait, avec des gens, on se sent moins à l'aise. Des fois, avec d'autres, on se sent plus à l'aise. Il y a des attitudes qui vont faire en sorte que ça va favoriser le partenariat. Et l'engagement. Alors, quand on parle d'engagement, pour être en partenariat, il faut être engagé. Engagé dans son parcours de soins, engagé dans une démarche d'amélioration continue, engagé au sein d'une gouvernance. Mais ça va dans tous les sens. C'est chacun des partenaires qui doit être engagé. Les intervenants doivent être engagés, les gestionnaires doivent être engagés, les conseils d'administration. Vous allez voir un petit peu plus loin, j'en parle au niveau de la gouvernance. Alors, ce sont les assises possibles là, pour des orientations en matière de partenariat. Quels sont les enjeux? Dans le fond, il faut être capable de faire reconnaître le savoir expérientiel au sein de l'ensemble du ministère, au sein de l'ensemble du réseau. On a déjà des grandes avancées, vous en êtes la preuve, on a eu des conférences aussi qui en témoignent, mais c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler. Il faut vraiment que ce soit très, très proche, le partenariat, avec l'amélioration continue de la qualité. Parce que le regard que les usagers, en lien avec les autres intervenants et partenaires, portent sur la qualité nous permettent d'avoir des leviers qui sont significatifs pour l'améliorer. Il faut aussi être mobilisé, donc il faut soutenir l'ensemble des intervenants, des ressources au sein de notre milieu pour qu'ils soient en mesure, justement, de travailler en partenariat. Au niveau du ministère, dans les derniers organigrammes, en fait, dans la planification stratégique du ministère, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas remarqué, la planification 2015-2020, le partenariat est un principe structurant qui doit guider les actions et les choix au niveau stratégique. Alors déjà, c'est quelque chose qui est transversal, donc qui fait partie de l'ensemble des préoccupations qui touchent l'ensemble des programmes. On a également au niveau des organigrammes des établissements, parmi les organigrammes qui ont été proposés par le ministre, il y avait vraiment l'importance d'avoir une direction responsable de la qualité et du partenariat. Donc, le partenariat doit être appliqué dans l'ensemble des cliniques, des pratiques cliniques. Alors, c'est transversal. Encore là, ça touche tout l'établissement et il y a une direction responsable de ça. Alors, c'est des avancées qui n'étaient pas présentes il y a à peine une année. Qu'est-ce qu'on aurait besoin au niveau des établissements pour que ça fonctionne bien au niveau du partenariat? Bien, c'est sûr qu'il faut qu'au niveau de la gouvernance, qu'il y ait un leadership, que ce soit reconnu. C'est une évidence, mais il faut quand même le redire. Il faut que ce soit une réelle volonté. Donc, il faut que ça se traduise dans chacune des décisions, dans chacun des gestes, dans les processus, la façon de fonctionner. Il faut qu'on soit capable d'élaborer des documents qui donnent qui définissent des offres de services ou qui viennent structurer le réseau en partenariat avec les usagers de façon à mieux répondre. Quand il y a été question également du plan d'action en santé mentale, il y a eu des consultations, les usagers ont été impliqués. Vous vivez déjà cette réalité-là dans plusieurs domaines, mais il faut que ce soit partout. Au niveau du leadership, on ne peut pas juste transformer l'organisation. Il faut également qu'on soit en mesure d'accompagner les intervenants. Donc, ça prend également un leadership clinique. Il faut que ce soit une partie intégrante de l'amélioration continue. On ne doit plus questionner. Ça doit se faire d'emblée. Alors, je reprends rapidement quelques éléments que Marie-Pascale a mentionné tout à l'heure. Il faut que ça s'inscrive de façon structurée au niveau de notre système, de nos établissements. Il faut que ce soit lié à des objectifs qui sont bien adaptés, qui sont bien définis. Il faut que ce soit associé à une méthodologie. Le partenariat, ça ne s'improvise pas.
OK? C'est vraiment dans une démarche structurée. Si on regarde au niveau, si on avait comme 5 axes ou 5 orientations sur lesquelles on souhaiterait travailler, on irait encore là, il faut mobiliser le réseau, il faut mobiliser le ministère de façon à ce que ça s'inscrive réellement dans une culture de partenariat. Continuer justement à promouvoir l'ensemble des activités qui se font, qui sont porteuses, qui ont des retombées pour chacune des personnes. Il faut qu'on les retrouve vraiment dans les valeurs et les actions, que ça ne se questionne plus, que ce soit fait d'emblée. Et évidemment que tout ça, il faut que ça se fasse aussi avec un accompagnement, un soutien, parce que le partenariat, s'il n'est pas soutenu, nous, on n'est pas en mesure d'avoir une pérennisation de l'approche. Alors, il faut que ce soit structuré au niveau organisationnel pour que ça puisse survivre. On travaille avec les partenaires aussi, que j'ai passé sous silence jusqu'à maintenant, mais les organismes d'agrément, on a même le coroner, on a le commissaire qui a travaillé avec nous. Donc, tous les partenaires ministériels sont préoccupés par le partenariat et la qualité de l'expérience de soins et de services. Au niveau des établissements, pour offrir des services qui sont vraiment en adéquation avec, qui répondent bien aux besoins, aux attentes des usagers, il faut que sur les territoires, on parle de responsabilité territoriale, on parle plus largement de responsabilité populationnelle. Alors, il faut que ça se fasse à travers des mécanismes qui permettent justement d'aller chercher les besoins et les attentes et que ça se traduise dans les offres de soins et de services, puis qu'on puisse l'intégrer dans l'ensemble des pratiques cliniques. Au niveau de l'amélioration continue, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de projets aussi qui sont au niveau de la recherche déjà en évaluation. Et c'est important aussi d'aller chercher des projets où on va aller expérimenter. Le partenariat au niveau de la gouvernance au Québec, ça se vit comment? On en a déjà, mais plus on va pouvoir développer des projets novateurs, les associer à des projets de recherche, des projets d'évaluation, voir les retombées, les réutiliser avec les améliorations à apporter, plus on va être fort en matière de partenariat. Au niveau des organismes d'agrément, on travaille déjà avec eux pour que les sondages puissent intégrer les dimensions du partenariat puis qu'on puisse aller évaluer comment s'implante le partenariat au niveau des établissements, mais à partir toujours de comment les usagers, comment les personnes utilisatrices le vivent. Alors, est-ce qu'elles ont les éléments d'information qui leur permettent de prendre une décision éclairée? Est-ce qu'elles se sentent avoir un leadership? Elles peuvent prendre le leadership qu'elles veulent à l'intérieur de leur parcours de soins et avec l'équipe de soins. Alors, je donne des exemples. Il y a des choses qui sont déjà du connu parce que vous avez déjà expérimenté ça, mais on veut que ce soit de façon très structurée et pour l'ensemble des programmes au niveau des établissements. J'ai parlé de recherche. Alors, on a la stratégie de recherche axée sur le patient. Donc, c'est le partenariat. Donc, c'est la recherche en partenariat, développer des projets avec les usagers, mais aussi c'est la recherche sur le partenariat. Alors, les deux doivent faire l'objet d'orientation ministérielle. Et c'est important, ça a été mentionné tout à l'heure, le partenariat passe aussi dans le développement des compétences et des attitudes. Ça se joue à deux niveaux. Oui, quand on est en cours d'emploi, on a besoin d'être accompagné, d'être formé, que ça fasse partie des processus d'intégration du personnel, après ça, en soutien clinique au quotidien, que les équipes qui veulent faire de l'amélioration avec les usagers soient accompagnées dans cette démarche-là parce qu'il y a des éléments qui doivent être gérés, des émotions, il y a des techniques de travail, des façons de procéder. Puis également, c'est important dans les profils de compétences. On a vu dans des affichages qu'il y a eu pour des postes de haute instance dans les établissements où on a intégré la notion de partenariat dans les exigences qui étaient souhaitées en termes d'habileté. Alors, il faut que ça continue comme ça pour pouvoir s'assurer d'une pérennisation du partenariat. On arrive à la conclusion. Je pense qu'on n'a même pas vu le 10 minutes. On avait peur d'être trop longue, alors on va avoir du temps pour les questions. Dans le fond, ce qu'on a le goût de vous dire, c'est que le partage des savoirs, ça s'impose. Ça fait longtemps que vous le dites au niveau de la santé mentale, ça fait longtemps que c'est vécu et ça a des retombées excessivement positives malgré les défis et les enjeux que ça représente. Alors, c'est vraiment de voir l'ensemble des savoirs en interdépendance et en complémentarité, puis de créer au mieux possible les conditions qui vont favoriser le succès de ce partage-là pour qu'on puisse co-construire des choses de qualité ensemble, surtout pour le bien-être de chacun. Alors, on est dans un tournant important au niveau de la transformation du réseau. C'est tous ensemble
nous allons réussir tous ensemble à atteindre les retombées souhaitées dans ce tournant-là, parce que, dans le fond, pour avoir un meilleur accès, une meilleure qualité de soins et de services, ça part de ce que les usagers, les personnes utilisatrices vivent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer, avoir les meilleurs leviers d'amélioration pour atteindre les objectifs, puis atteindre un meilleur état de santé et de bien-être au niveau de la population du Québec, qui est un objectif un peu plus long terme, évidemment. Moi, je termine sur ça. Je vous remercie pour ce bout-là, mais je laisse le mot de la fin à ma collègue Marie-Pascale. Puis, je vous remercie beaucoup. Et moi, je voulais revenir sur la notion de démocratie. Je pense que c'est une notion qui est vraiment au cœur même de tout ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord, évidemment, une démocratie clinique. Ça commence par là. Là, c'est vraiment d'être en interrelation entre nous dans nos processus donc de soins, à faire en sorte que les notions de démocratie soit vraiment présente. Ça nous permettra comme ça de pouvoir bâtir une démocratie sanitaire, c'est-à-dire vraiment une démocratie dans l'ensemble du système de santé. Puis ce qui est intéressant au Québec, c'est que c'est santé et services sociaux, donc c'est une démocratie sanitaire et sociale. Et puis finalement, c'est une démocratie pour l'ensemble de notre société, pour faire en sorte que nous sommes tous en meilleure santé et surtout avoir un meilleur bien-être. Et ça demande évidemment de reprendre les mêmes principes que l'on avait énoncés au niveau clinique, au niveau organisationnel pour l'ensemble de la société. Voilà, donc un grand merci pour votre attention.